bonjour à tous. Du coup, comme ça vous a été dit, je suis Jérémy Cuvier. Je réalise ma thèse sous la direction de messieurs Cyril Martin et Alexandre Fourré. Et pour vous épargner la répétition du nom de ma thèse, l'intitulé en complet, je vais simplement vous dire que je travaille sur l'impact du cycle menstruel, sur la fonction musculaire et sur sa récupération après l'exercice physique. Avant de commencer à vous détailler un peu mes expériences de thèse, je voudrais ramener un peu de contexte sur ce sujet du cycle menstruel et du sport. Si je vous disais aujourd'hui qu'une femme qui a ses menstruations va voir sa peau sécréter des toxines qui vont pouvoir faire faner des fleurs par un simple contact, votre première réaction serait sûrement de vous dire que je suis un peu fou, probablement, et sûrement pas de vous demander pourquoi des médecins racontaient ça il y a encore tout juste une centaine d'années. Effectivement, c'est des croyances qui étaient fortement partagées dans la population, même des chercheurs scientifiques et médecins à cette époque-là. On voit en fait même des preuves de ce genre de croyances qui remontent jusqu'à l'Antiquité. On a vraiment eu peu d'évolution en fait à ce sujet-là en quelques milliers d'années, jusqu'à l'entre-deux-guerres plus ou moins, où on commence à avoir des preuves d'une certaine remise en question de notre compréhension de ce sujet-là, de la fonction menstruelle, etc. Et à partir de là, du coup, on a pu commencer à évoluer un peu, faire évoluer nos croyances et nos représentations, jusqu'à aujourd'hui, mais du coup sur une période d'environ 100 ans versus plusieurs milliers d'années où on a commencé à implémenter dans l'esprit de tout le monde certaines croyances. Ce qui a forcément mené aujourd'hui, comme vous en doutez, à certaines mauvaises représentations qu'on a de tout ce qui entoure le sujet du cycle menstruel chez les femmes. Ça a été confirmé par des études récentes qui montrent, par exemple il y a une quinzaine d'années, que chez des femmes, à peu près la moitié ne savent pas ce que c'est concrètement les menstruations et ce que ça implique, qu'un tiers d'entre elles ne maîtrisaient pas les concepts sous-jacents à l'ovulation, ou que l'intégralité des 80 personnes étudiées, des 80 femmes étudiées, ne connaissaient pas les variations hormonales associées au cycle menstruel et leur impact sur le corps de la femme. Concrètement, tout ça, tout cet historique, ça a mené à beaucoup d'idées reçues qu'on a encore aujourd'hui sur le lien entre cycle menstruel et pratiques sportives qui nous intéressent aujourd'hui, comme par exemple qu'au moment des menstruations, on aurait une baisse de performance sportive, qu'au moment des menstruations, ce ne serait pas possible de s'entraîner, ou alors que pratiquer une activité physique ou sportive entraînerait la disparition des menstruations et une fonction menstruelle qui ne rendrait pas possible d'être fertile, par exemple. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui on démystifie un peu ces idées reçues ensemble pour voir s'il y a une part de vérité ou si au contraire c'est des choses qu'on aurait plutôt laissées au passé et derrière nous. Pour commencer, pour ce qui est de la baisse de performance au cours du cycle menstruel et notamment au moment des menstruations. Outre toutes les preuves qu'on a aujourd'hui, tous les exemples de sportifs de haut niveau qui font donc des performances stratosphériques pendant leur menstruation, donc on se rend compte avec le tabou autour des règles qui est un peu brisé en ce moment, que beaucoup de sportifs de haut niveau font ces performances-là pendant leur menstruation, elles en parlent, etc. dans les journaux. Donc, outre ça, on a aussi beaucoup d'études scientifiques qui sont menées actuellement, où on va comparer les performances de sportives dans différents sports en fonction du moment du cycle menstruel où on va se trouver. Et on voit donc que pendant les menstruations, ou la phase folliculaire ici, on va avoir exactement les mêmes performances qu'à d'autres moments du cycle menstruel, donc que ce soit à l'ovulation, environ à la moitié du cycle, ou même pendant la phase lutéale, vers la fin du cycle menstruel. Donc vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de raison de croire que les menstruations feraient baisser les performances sportives. Il n'y a pas vraiment de raison d'imposer à ces athlètes, par exemple, de ne pas faire une compétition à un moment du cycle menstruel précis, ou de prendre la pilule pour éviter les menstruations quand on arrive vers une compétition. Il n'y a pas vraiment de raison de croire ça, parce qu'on sait que les menstruations n'impactent pas de façon délétère la performance sportive, que ce soit dans des sports de force, d'endurance, etc. Après, je vous accorde quand même que ça, c'est seulement des moyennes. C'est vrai qu'en moyenne, ça n'affecte pas les performances. Par contre, le cycle menstruel, c'est un phénomène qui est très dépendant de la personne, avec de grosses différences interindividuelles. En effet, on a beaucoup de symptômes qui vont survenir un peu avant ou pendant l'apparition des menstruations. Donc sur cette étude faite sur des milliers de personnes via l'application Strava, on se rend compte qu'il y a à peu près 9 personnes sur 10 ici qui avaient des symptômes comme des changements d'humeur, de l'anxiété qui pouvaient gêner du coup leur pratique sportive, et jusqu'à un quart ou un tiers d'entre elles qui avaient des symptômes comme des vomissements ou des difficultés à respirer qui, eux, sont vraiment très handicapants pour la pratique sportive. Donc effectivement, on se rend compte que l'apparition de ces symptômes au début du cycle menstruel, au moment des menstruations, peut gêner la pratique sportive pour certaines personnes. Quand on regarde cette courbe noire là, on voit en fait que plus on a de symptômes, une grande prévalence des symptômes liés au cycle menstruel, plus on va avoir de chances de rater ces entraînements. Et en fait, les personnes qui avaient le plus de symptômes dans cette étude, c'est des personnes qui
clairement, chaque mois, ne pouvaient pas du tout s'entraîner pendant leur menstruation. C'est-à-dire qu'il y a quand même des personnes qui ont suffisamment de symptômes délétères au moment de l'apparition des menstruations, à tel point qu'elles savent qu'une fois par mois, pendant une semaine, elles ne pourront pas s'entraîner. Donc effectivement, il y a quand même un impact du cycle menstruel, de l'apparition des menstruations, sur la possibilité de s'entraîner, de pratiquer sereinement ce sport. Toutefois, on ne peut pas dire non plus qu'au moment des menstruations, on ne peut pas s'entraîner parce que c'est très individu dépendant. Et donc là aussi, c'est une idée reçue selon laquelle il faudrait empêcher certaines sportives de ne pas s'entraîner, les empêcher de s'entraîner à certains moments du cycle, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison de généraliser en fait là cette croyance. Et enfin, pour ce qui est du mythe selon lequel une pratique sportive un peu trop intense pourrait disparaître les menstruations, alors celle-là, elle est bien ancrée quand même dans les représentations, notamment dans le milieu sportif, où beaucoup d'athlètes ont vu leur menstruation disparaître à cause d'une pratique sportive, notamment la gym, la danse, ce genre de sport, et croient que c'est vraiment lié à leur pratique sportive. Et c'est un constat qui se fait assez naturellement quand on voit les statistiques. En fait, si on regarde ce graphe, on voit que chez les femmes sédentaires, il y en a moins de 1% qui présentent des troubles du cycle. Donc, la plupart ont un cycle menstruel classique. Quand on va regarder maintenant les données chez les femmes sportives, on voit que la proportion augmente drastiquement, avec dans cette étude-là environ une femme sur deux pratiquant du sport qui ne présentait plus de menstruation chaque mois pour son cycle menstruel. Donc effectivement, quand on voit ça, on comprend facilement qu'on ait pu pendant très longtemps croire qu'une pratique sportive était néfaste pour la femme, notamment pour sa fonction menstruelle, et c'est pour ça notamment aussi que le sport a été vivement déconseillé, voire interdit à certaines femmes dans le passé. Maintenant, avec l'avancée qu'il y a eu dans ce milieu-là, dans la recherche sur le cycle menstruel, on a pu s'intéresser de plus près à ce sujet et à la raison qu'on ait cet écart entre des femmes sédentaires et des femmes sportives. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que simplement en donnant un peu plus de calories à ces femmes sportives chaque jour, en seulement quelques mois, on revenait sur un cycle menstruel totalement fonctionnel, comme chez les femmes sédentaires. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des femmes sédentaires qui commencent une pratique sportive vont simplement avoir un déficit calorique créé par cette pratique sportive, qui n'est pas comblé par un surplus alimentaire nécessaire à avoir un apport calorique suffisant, et ce qui crée derrière l'abandon de certaines fonctions du corps, et notamment la fonction menstruelle, qui est une des premières à dysfonctionner. Donc là, on voit en fait qu'il n'y a pas vraiment de raison d'opposer la pratique du sport et le cycle menstruel, comme ça a été fait par le passé. Au contraire, ce qu'on essaye de faire en recherche, nous, actuellement, c'est d'utiliser le cycle menstruel pour promouvoir la pratique sportive et justement améliorer les performances. Donc ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on mène des études sur des sportifs pour essayer de mieux comprendre leur cycle menstruel et pouvoir permettre à des sportifs de tout niveau de l'utiliser justement dans leur pratique sportive pour améliorer leurs performances. Plein d'études sur plein de sujets différents ont été faites dans les dizaines d'années récentes, notamment certaines sur, par exemple, les blessures musculaires, le risque de blessure en fonction du moment du cycle menstruel. On se rend compte que du coup, par exemple dans cette étude-là, au moment de l'ovulation, d'accord, au moment du milieu du cycle à peu près, on va avoir plus de risques de blessure chez les femmes sportives qu'au début du cycle pendant les menstruations ou qu'à la fin du cycle. Alors à partir de là, on a fait ce constat, c'est très intéressant, mais nous ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre pourquoi on aurait, avec les variations hormonales liées au cycle menstruel, des différences de taux de blessure musculaire comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour aller comprendre le mécanisme? On ne va pas prendre des sportives et les blesser volontairement pour essayer de voir ce qui se passe. On va essayer de reproduire plutôt un environnement dans le muscle qui ressemble beaucoup à celui d'une blessure, mais qui est quand même beaucoup moins grave. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être dans l'assistance? Un environnement dans le muscle qui ressemble un peu à une blessure, mais beaucoup moins grave, qu'on ressent souvent après avoir fait un sport un peu intense, des courbatures, exactement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des sportives et on va faire un protocole d'exercice physique qui va créer des courbatures, un peu style une séance de muscu, si vous voulez. Et ensuite, on va voir, en fonction du moment du cycle menstruel où on a fait cet exercice physique, quels sportifs vont avoir le plus de courbatures. Si par exemple, on fait beaucoup de courbatures au début du cycle, ça veut dire que ce moment-là serait plutôt propice à l'apparition de blessures. Et si à un autre moment du cycle, on a peu de courbatures à l'issue de cet exercice physique, c'est que peut-être ce moment-là serait plutôt protecteur des blessures. Pas mal d'études ont été faites sur le sujet, et elles montrent, si on recoupe un peu leurs résultats, qu'on aurait plus de courbatures justement en faisant de l'exercice physique au début du cycle, donc plutôt vers les menstruations justement. Le problème de ces études-là, c'est que, comme beaucoup d'études sur le cycle menstruel et la pratique sportive, on a pas mal de biais, notamment liés au nombre de participantes dans ces études, qui sont souvent très limités.
Et donc forcément, quand on a une étude qui est faite sur 5-6 personnes, c'est assez difficile d'appliquer les conclusions qu'on en tire sur une population qui touche des milliards de personnes. Donc c'est là que j'interviens avec ma thèse, où en fait on va mettre en place une étude qui se déroule au cours du cycle menstruel. Ça, c'est les variations qu'on a en oestradiol en rouge et progestérone en gris au cours d'un cycle menstruel. On va recruter des participantes à 3 moments différents de ce cycle. Un moment au niveau de la phase folliculaire, d'accord, donc pendant les menstruations, où on va avoir peu d'œstradiol et peu de progestérone. Un moment à peu près à la moitié du cycle, autour de l'ovulation, où on va avoir beaucoup d'œstradiol et peu de progestérone. Et enfin, pendant la phase lutéale, où on aura à la fois des grosses concentrations en œstradiol et en progestérone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, pour une participante, une mesure à un seul de ces 3 moments du cycle. Prenons par exemple, pendant les menstruations, pendant la phase folliculaire. On va faire différentes mesures de la fonction musculaire. On va faire des mesures de force maximale, des mesures de souplesse, des mesures d'échographie aussi, ce qui n'a encore jamais été fait dans ce genre d'études sur le cycle menstruel, pour vraiment avoir une idée de la fonction musculaire de la participante à ce moment-là. Ensuite, on va faire notre exercice physique, qui va créer des courbatures. Et ensuite, 2 et 7 jours après, on va réévaluer cette fonction musculaire avec la même mesure de force maximale, de souplesse et d'échographie, pour voir comment la personne récupère des courbatures. Et on va répéter ce même protocole chez d'autres personnes pendant la phase d'ovulation et pendant la phase lutéale. On verra comme ça si une personne a par exemple plus de courbatures à un moment du cycle qu'à un autre, pour savoir si les risques de blessure seraient différents au cours du cycle. Au niveau des résultats, on observe par exemple une perte de force maximale chez les personnes qu'on a testées pendant les menstruations. Forcément, on fait un exercice physique, on a des courbatures, dans les jours qui suivent, on force moins fort. Ça paraît assez logique jusque-là. Maintenant, quand on regarde les résultats pour les personnes qui sont passées au moment de leur ovulation, on voit qu'on n'a pas forcément de perte de force après l'exercice. En 2 jours, elles ont déjà récupéré toute leur force maximale. Et chez des personnes qui sont passées pendant la phase lutéale, on voit que le schéma est plutôt similaire à celui des personnes passées pendant les menstruations. On a une perte de force après l'exercice physique. Maintenant, on peut regarder d'autres indicateurs, parce qu'on en a évalué plusieurs. Par exemple, les concentrations en créatine kinase. C'est une enzyme qui est contenue dans le muscle et qui sort du muscle quand on a des courbatures. Donc plus on a de créatine kinase, plus on a de courbatures. On voit chez des personnes qu'on a évaluées pendant les menstruations qu'on a peu d'évolution de la créatine kinase, donc assez peu de courbatures au final. Maintenant, chez des personnes qu'on a évaluées pendant l'ovulation, c'est plus ou moins similaire, mais chez des personnes qu'on évalue en phase lutéale, on voit que l'exercice physique a créé une forte augmentation des concentrations en créatine kinase. Maintenant, on va essayer d'interpréter un peu ces résultats ensemble. Je vais vous remettre les variations hormonales et le cycle menstruel, et on va regarder les résultats. Au niveau de l'ovulation, on voit que c'est la phase où on aurait le moins de courbatures. On n'a pas vraiment de perte de force, et on n'a pas non plus d'augmentation des concentrations en créatine kinase. Or, qu'est-ce qu'on observe sur les variations hormonales? L'ovulation, c'est un moment où on a un pic d'œstradiol. On a beaucoup d'œstradiol, peu de progestérone. Donc peut-être que l'œstradiol, comme ce qui a été un peu montré dans la littérature scientifique, aurait un effet protecteur au niveau du muscle. Maintenant, si on regarde les personnes qui ont eu les plus grosses courbatures, c'est celles qui ont été évaluées en phase lutéale, eh bien on voit qu'en phase lutéale, on a un pic d'œstradiol certes, mais aussi un pic d'œstrogène, un pic de progestérone, pardon. Donc peut-être que la progestérone aura un effet délétère sur l'effet protecteur des œstrogènes, qui du coup inhiberait cet effet et permettrait à ces personnes-là d'avoir de plus grosses courbatures à ce moment du cycle. Si ces résultats préliminaires pour l'instant venaient à être confirmés, on pourrait alors proposer à des sportives de se servir de ces informations-là dans leur entraînement, par exemple en calant les grosses compétitions ou les grosses séances desquelles elles vont mettre beaucoup de temps à récupérer plutôt à des moments du cycle situés vers l'ovulation, et mettre pendant la phase lutéale du coup des entraînements un peu moins intenses pour limiter au maximum les risques liés à une mauvaise récupération, comme des blessures par exemple. Maintenant, ça c'était pour des personnes qui ont un cycle menstruel classique, donc qui ne prennent pas la pilule. Or, il y a beaucoup de sportifs qui prennent la pilule contraceptive, donc on a aussi fait un groupe où on a mesuré ces différents paramètres pour ces femmes-là. On voit une nette différence au niveau des concentrations hormonales de ces personnes-là. On a vraiment très peu d'œstradiol et très peu de progestérone. Ce qu'on observe au niveau de la force maximale chez ces personnes, c'est qu'elle diminue de façon similaire pour toutes les personnes qu'on a évaluées pendant leur cycle de pilule. Et elle diminue plus fortement que chez les personnes qui ne prenaient pas la pilule. Et au niveau des concentrations en créatine kinase, on voit qu'elle augmente pour les 3 groupes. Donc de la même façon, en fait, ce qu'on voit, c'est que le fait de ne pas avoir ces variations hormonales en œstradiol et progestérone enlève leur effet protecteur au niveau de la récupération du muscle et induit en fait une moins bonne récupération du muscle dans les jours qui suivent un exercice physique. Donc ça concrètement, ça peut aussi avoir des conséquences dans la pratique sportive des femmes, forcément, en provoquant peut-être à terme
des plus hauts risques de blessures, ou en tout cas de mauvaise récupération d'une compétition ou d'un entraînement intense. Et c'est ce qui ressort des autres études qui ont été faites également sur le sujet. Pour conclure cette présentation, je voudrais vous apporter votre regard sur les concentrations en créatine kinase à J+2. Vous voyez qu'il n'y a que 2 barres. Pourquoi il n'y a que 2 barres? C'est parce que, comme je vous le disais, c'est des résultats préliminaires. On n'a pas encore assez de participants pour vraiment conclure de façon globale sur ces effets-là. D'où en partie la raison de ma présence aujourd'hui. Nous recrutons activement beaucoup de participants dans ces études. Donc si vous êtes vous-même une sportive âgée de 18 à 35 ans qui présentez soit un cycle menstruel régulier, soit une prise de contraceptifs oraux, vous pouvez participer en scannant simplement ce QR code. Ça ne vous engage en rien, c'est simplement pour avoir un peu plus d'informations sur le protocole. Et pour vous remercier de votre éventuelle participation, on vous gratifie de cartes cadeaux de 60 €. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Jérémy. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. C'est toujours la première qui est difficile à poser. Ah. Merci. Du coup, tu as dit que les femmes qui prennent la pilule, va plus y avoir potentiellement des dommages sur le graphique. Du coup, indirectement, est-ce que ça pourrait pas amener une dérive? Parce que je sais qu'une femme prend la pilule, elle va avoir plus de dommages. Est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, est-ce que je peux pas faire un choix, du coup, préciser, par exemple, que je préférerais une femme qui ne prenne pas la pilule pour faciliter mon entraînement et éviter les problèmes de blessure le jour de la compétition? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est surtout intéressant, merci. C'est gentil, a été très réfléchi. Plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que pour beaucoup de gens, la pratique sportive, c'est pas la chose la plus importante dans leur vie et pas forcément la raison pour laquelle on va faire un choix aussi important que de prendre la pilule ou pas. Donc il faut rappeler quand même que ces résultats-là, c'est sur des facteurs de récupération du muscle. C'est pas directement lié au risque de blessure, même si ça peut en être un indicateur. Donc à ce jour, en tout cas, il n'y a vraiment aucune raison de proposer à un entraîneur de faire une sélection entre ses athlètes, de pousser les athlètes à ne pas prendre la pilule pour ça. En tant qu'athlète, soi-même, on peut faire une décision par rapport à ça. Si vraiment on hésite, ça peut être un facteur qui pèse sur la balance, mais pas plus que ça. Pour l'instant, à ce jour, en tout cas, il n'y a aucune preuve suffisamment encore solide pour vraiment justifier ce genre de choix. Pas du tout. Une autre question. Bon, merci. Je vois que vous arrêtez à 35 ans. Je veux savoir pourquoi. Mais bon, l'autre question, la vraie question, c'est pour ceux qui sont des traitements comme cortisone ou autre chose, comment ça va, à votre avis, ça va jouer dans cette système? Effectivement, dans les critères d'inclusion de notre étude, on évite les personnes qui prennent des traitements qui pourraient impacter les résultats de l'étude. Donc ce genre de traitement-là, par exemple, oui, c'est des personnes qui ne peuvent pas participer aux études. Malheureusement. Alors, nous avons une autre question. Merci beaucoup, c'était très intéressant et très clair. Moi, je me demandais en fait comment vous pouvez, bien sûr, dans vos questionnements, vous prenez en compte un certain nombre d'hormones qui sont particulièrement impliquées dans la menstruation, mais comment vous pouvez aussi vous détacher d'autres facteurs qui contribueraient à impacter peut-être votre étude, qu'ils soient hormonaux ou d'autres, parce que j'imagine que ces sportifs, alors j'ai pas compris si c'était forcément des sportifs de haut niveau, non, pas forcément. Et du coup, il y a bien évidemment dans la récupération notamment, certainement d'autres facteurs qui sont des facteurs qui peuvent être alimentaires, etc. Donc comment vous dégagez de ces facteurs autres que ceux que vous prenez en compte? Merci. Effectivement, il y a beaucoup de facteurs, comme le fait de s'entraîner peut-être pendant la période de récupération, qui pourrait gêner les résultats. Donc on essaye de limiter, demander aux participants de limiter le nombre d'entraînements fait au moins dans les 2 jours qui suivent l'exercice physique pour limiter les effets confondants. Au niveau, d'un point de vue hormonal, on contrôle 2 hormones en plus de celles qu'on a évaluées autour du cycle, donc la créatine kinase et la protéine C réactive, pour avoir une idée du niveau inflammatoire et d'altération membranaire des fibres musculaires au cours de la récupération. Et après, au niveau alimentaire, effectivement, c'est quelque chose qui peut fortement jouer. Donc on a un carnet alimentaire qui est suivi pendant le cours de la manip pour savoir
les calories, etc., ce qui a été mangé pour voir si ça peut impacter nos résultats. Après, il y a toujours des facteurs confondants, malheureusement, il y en a certainement d'autres qu'on ne contrôle pas, dont j'ai pas connaissance, mais... Une quatrième question. Merci Jérémy pour votre présentation. En fait, je vois que dans les personnes incluses, elles doivent soit avoir un cycle menstruel régulier, soit une contraception orale. Or, au début, tu as dit que tu as présenté que les femmes qui faisaient beaucoup d'activités physiques avaient souvent une perturbation du cycle menstruel. Du coup, est-ce que c'est pas un frein pour toi pour inclure des femmes sportives dans ton étude? Et auquel cas, comment tu fais? Effectivement, c'est ce qui fait que c'est compliqué justement d'étudier le cycle menstruel, c'est qu'on veut l'étudier quand il est dans sa configuration habituelle, mais le sport induit une configuration qui est souvent inhabituelle. Donc ça complique forcément les choses. Pour le groupe qui prend la contraceptif orale, c'est facile, c'est pareil pour tout le monde, il n'y a pas de différence. Pour le groupe qui ne présente pas de contraception orale, on s'attendait à ce que ce soit plusieurs. Effectivement, à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens que ça qui présentent soit des cycles irréguliers, soit qu'il y ait peu de personnes qui pratiquent du sport et qui ne prennent pas la pilule. Au final, on voit dans les années récentes en fait, qu'il y a les mentalités évoluent beaucoup, il y en a de plus en plus de femmes qui ne prennent plus la pilule justement tout en continuant de pratiquer du sport. Donc il y a beaucoup de personnes en fait qui prennent un cycle menstruel classique. Et du coup, en fait, c'est plutôt les personnes qui prennent la pilule qu'on recherche plus activement parce qu'il y en a quand même vachement moins dans la population au final, de celles qu'on recrute en tout cas à Lyon. Et voilà, donc au final, on n'a pas trop de problème là-dessus. Et en plus de ça, quand le cycle est irrégulier, on essaye de suivre le cycle le plus rapidement possible après qu'il apparaisse, pour qu'elle ait les rendez-vous le plus rapidement possible et être sûr qu'on est bien au moment d'intérêt du cycle quand on fait l'expérience. Donc en faisant ça, en fait, on n'a pas trop de problème au niveau de l'irrégularité possible du cycle. Merci pour ta présentation. Moi, j'avais une question par rapport à tout ce qui est musculaire. Tu parlais que tu étudiais les ischios. Moi, j'avais une question par rapport à pourquoi les ischios plutôt que le quadriceps et pourquoi s'intéresser aux membres inf plutôt qu'aux membres sup. Est-ce que ces études sont également similaires sur d'autres muscles, du coup la jambe? Merci. Pour répondre à ces deux questions de façon conjointe, si on a choisi les ischio-jambiers et pas un autre muscle du membre inf ou du membre sup même, simplement parce que les ischio-jambiers sont beaucoup sujets à blessures dans le cadre de la pratique sportive, et du coup, par conséquent, beaucoup étudiés dans la littérature scientifique, notamment avec les méthodes qu'on utilise dans cette étude. Donc en les étudiant, c'est d'une part facile de justifier l'utilité de nos résultats, parce que ça impacte des muscles qui sont beaucoup blessés, et en plus, facile de les comparer avec d'autres études qui ont fait les mêmes mesures en dehors du cycle menstruel, mais les mêmes types de mesures sur les ischio-jambiers. Comparé par exemple au quadriceps, où on a moins d'études pour comparer nos résultats. Après, les quadriceps, ça aurait aussi été un bon sujet d'étude, parce qu'ils sont aussi beaucoup blessés chez les femmes sportives. Il a fallu faire un choix, tout simplement. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une double question. Je me demandais si à plus long terme, est-ce qu'on pourrait envisager, à partir de vos résultats, des traitements hormonaux qui, d'une part, pourraient permettre aux femmes qui sont ménopausées de mieux, on va dire, résister lors de la pratique sportive, ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une forme de dopage qui pourrait découler de vos résultats? Alors, pour la première partie de la question, il y a déjà des traitements hormonaux qui sont testés chez les femmes ménopausées, notamment en fait, pour tester les effets des hormones. Par exemple, pour savoir l'effet de l'œstradiol, au début on le fait sur des souris, on prend des souris, on leur retire les ovaires, on compare les résultats, et on l'a fait aussi chez l'humain, du coup, en comparant ça entre les personnes qui ont un cycle menstruel et donc des variations en œstradiol, et chez les personnes qui n'en ont plus, donc les femmes ménopausées. Et en fait, on observe, les résultats ne sont pas parfaitement unanimes, mais d'une manière globale, on observe quand même que le fait de prendre une thérapie de remplacement hormonal quand on a la ménopause permet d'avoir une meilleure force musculaire et plus de masse musculaire qu'une femme ménopausée qui ne le prend pas. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être conseillé chez certaines femmes ménopausées et qui va plus ou moins dans la même direction que nos résultats, qui est donc que l'œstradiol serait protecteur au niveau musculaire et pourrait amener des gains de masse musculaire. Pour la deuxième partie, au niveau du dopage, eh bien on voit déjà que prendre des œstradiols de synthèse, comme en prenant la pilule, ce serait plutôt l'effet inverse qui serait produit. Pour le coup, j'ai pas connaissance de dopage à ces hormones-là qui ait eu lieu.
Et il y a des chances que ce soit plutôt effectivement délétère à la performance. Après, on a d'autres études quand même qui montrent que les personnes sous pilule, au-delà de la récupération musculaire, présentent de meilleures performances dans certains sports. Notamment, je pense à une étude qu'on est en train de mener sur du football de haut niveau en France, où les personnes qui prennent la pilule auraient de meilleures performances physiques que des personnes qui ont un cycle menstruel régulier. De là à dire que c'est du dopage, je ne pense pas, parce que les ordres de grandeur sont assez faibles. Et j'ai pas connaissance de cas de dopage comme ça qui ont été rapportés. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup. Merci à Merci à tous. Jérémy, merci à vous pour vos questions.